Éric Ciotti nous fait le plaisir d'être avec nous. Merci beaucoup, Éric Ciotti, d'être avec nous. Déjà, on va réagir sur plein de choses, mais déjà, sur ça, comment vous avez réagi? C'est scandaleux. On l'a appris ce matin en réunion de l'Assemblée nationale. On était avec les présidents de groupe. Il y avait le Premier ministre, d'ailleurs. Et c'est extrêmement choquant, mais c'est à la fois révélateur de la duplicité, des contradictions de ce gouvernement. Parce que M. Armand nous dit que c'est très bien de recevoir LFI. Pour moi, c'est l'abomination absolue. Et de l'autre côté, il nous dit, c'est scandaleux, ma porte sera fermée aux élus du Rassemblement national, aux élus qui sont alliés avec le Rassemblement national. Donc, mon groupe, le groupe de l'UDR, c'est d'un sectarisme absolu. Mais quelque part, ça traduit le résultat des élections, parce que n'oublions pas que les députés de M. Macron ont été élus avec les voix de LFI, et que les députés LFI ont été élus avec les voix de M. Macron. Donc, finalement, il révèle le poteau rose, M. Armand. Alors, c'est un amateur, parce qu'il commence, il n'a pas les codes, il s'est fait rabrouer par Michel Barnier, mais c'est un peu la phrase « soyons fiers d'être des amateurs » que Emmanuel Macron avait dit à ses députés. Lui, il est vraiment un député macroniste. Il fait la gaffe, mais il révèle finalement ce qui s'est passé de scandaleux dans ces élections, où il y a eu cette alliance de la honte avec LFI pour faire barrage à l'union des droites qu'on représentait. Gilles Verdez, vous êtes d'accord avec Antoine Armand? Pas du tout, ni avec M. Ciotti. Enfin, je suis d'accord avec M. Armand, pas avec M. Ciotti. Ah oui, vous êtes d'accord avec M. Armand? Je suis totalement d'accord avec M. Armand. Donc, il a raison, il peut travailler avec LFI, mais pas avec le Rassemblement national. Oui. Donc vous êtes d'accord. En fait, toute l'émission, vous allez dire que des conneries. En fait. Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est-à-dire que toute l'émission, en fait, c'est toute l'émission. Je suis d'accord avec un ministre, c'est déjà pas mal. Alors oui, mais bon, même lui a dit qu'il s'était trompé, il a rétropédalé. Non, parce que M. Barnier lui a dit, si vous rétropédalez pas, vous êtes viré. Voilà, donc il a rétropédalé. Moi, je vous dirai jamais ça, parce que j'adore quand vous dites des bêtises, c'est pour le bien de l'émission. Ah non, c'est voilà. Je dis pas ça pour le bien de l'émission, je dis parce que vous savez que je le pense sincèrement. Donc, voilà. Donc on a le droit de dire on va travailler avec la LFI, mais pas avec le Rassemblement national. Et c'est un pur produit du Front républicain, M. Armand, on est d'accord. Là, je suis d'accord avec vous. Donc lui, il dit très clairement, je suis un produit de la honte. Si vous voulez, je suis un produit du Front républicain. C'est le Front de la honte pour vous? Non, mais non, c'est un produit du Front républicain. C'est quoi le Front de la honte pour vous? Je considère, moi, qu'LFI, c'est pas comme le RN, et que le RN est en dehors de l'arc républicain, même si je respecte les millions d'électeurs. Non, pas pour moi. Même lui, donc je le comprends. Il a fait un énorme contre son camp, il a dit la LFI fait partie de l'arc républicain. Bon, même s'il y a eu des propos qui ont largement débordé cet arc en faisant référence aux propos antisémites, donc lui-même le reconnaît et il le dit. Et d'ailleurs, ça a tellement énervé Michel Barnier qu'il aurait appelé Marine Le Pen personnellement pour la rassurer. À midi, voilà. Ouais. J'en étais témoin. C'est vrai. Donc il a appelé, il a rassuré Marine Le Pen pour lui dire bon. Tout est sous contrôle. C'était en réunion de l'intergroupe que nous avions ce matin. D'accord. Alors, donc. Okay. Ouais. Ce qui est bien, c'est que Gilles, une fois de plus, tu fais tomber le masque à la première marche, quoi. Parce que voilà, tu es d'accord avec Antoine Armand qui n'ouvre pas sa porte. Donc, du coup, malgré ce que tu avais dit, qu'on avait débattu, tu étais d'accord avec Quotidien qui refusait de recevoir des élus du Rassemblement national. C'est exactement le même principe. C'est exactement pareil. Tu avais dit l'inverse ici pour flatter le chef. Mais exactement. En fait, pas les masques. C'est ce que je vous dis à chaque fois. C'est exactement ça. Merci. Gilles Verdez, ce sera un autre débat. Gilles Verdez. C'est une forme d'insulte vis-à-vis de 11 millions d'électeurs qui ont voté pour la coalition que nous avons formée. 11 millions de Français qui sont considérés comme des parias, qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, que le Premier ministre n'a pas reçu. Moi, j'ai été choqué la semaine dernière. M. Barnier, qui vient de ma famille politique, que je respecte, il a reçu les communistes. C'est le parti des 100 millions de morts quand même dans le monde. Il a reçu les écologistes, c'est le parti de Mme Rousseau, mais il n'a pas reçu ni Marine Le Pen, ni le groupe du Rassemblement national, ni mon groupe. Je trouve que c'est une forme de mépris. Et ce mépris, les Français le ressentent, parce qu'il n'y a pas des Français de seconde zone. Il n'y a pas des Français dont les voix comptent moins. Au contraire, ces Français, ils doivent être respectés. Et là, on voit bien, le gouvernement, il a un peu peur, parce qu'il y a le risque de la censure. Mais ce n'est que mépris et ce n'est qu'insulte et caricature. C'est ce qui s'est passé lors de ces élections. Est-ce qu'on peut défendre Antoine Armand, dire voilà, c'est une erreur de débutant. De débutant. Voilà. Il n'a jamais été. Voilà, il est très jeune, il a un ministère. 33 ans. Il a un ministère qui est quand même énorme. dont personne ne voulait. Donc personne ne voulait. Oui. Donc voilà, c'est vrai, personne ne le voulait. Pas sûr. Pas sûr? Ah oui. Je pense qu'il y en a qui le voulaient. Oui, il y en a qui se sont battus. Valérie il y a beaucoup de déceptions dans son camp, d'ailleurs. Quelques députés de la majorité soulignaient
son amateurisme, peut-être sa jeunesse, mais son amateurisme. Voilà, ça, il sort de l'école. Il ne fera plus. Il faut mieux la faire maintenant. Enfin, on parle de lui. Oui, exactement. Pendant ce temps, on ne parle pas des déficits, parce que M. Armand, bon, ça, il a dit cette absurdité ce matin, mais quand il a passé hier, il a rencontré M. le maire, il lui a dit « Félicitations pour votre bilan. Je suis si fier de recevoir votre bilan. » Enfin, il faut oser. 3 200 milliards d'euros de dette, un déficit de plus de 6%, un déficit public de 180 milliards d'euros. C'est ça le bilan, le maire Macron et M. Armand, qui est totalement dans les mains de M. Macron, qui est... voilà, on a quelques LR dans ce gouvernement, c'est un alibi, mais c'est le 5e gouvernement de M. Macron. C'est ça la réalité. M. Macron a perdu 3 fois les élections, mais il dirige toujours le pays. La réalité, elle est là, et je regrette que certains de mes anciens amis soient montés sur ce Titanic. Mais, alors, ce sont vos anciens amis maintenant. Oui. Fini les Républicains, terminés, on l'a vu. J'ai décidé, justement, après qu'il y a eu cette compromission, cette alliance avec la Macronie. Moi, je récuse ce bilan. Ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis maintenant 12 ans, parce que je date les dégâts depuis 2012. 5 ans Hollande, 7 ans Macron. On voit où le pays en est. Plus de dettes, plus d'impôts, plus d'insécurité, plus d'immigration. Et ces gens viennent nous donner des leçons de gestion, de bonne gestion ou de bien-pensance. C'est extrêmement choquant, mais les Français le ressentent et ils sont en colère face à ça. Gilles. Mais moi, j'ai un point de désaccord avec vous, c'est que... il y en a plusieurs. Vous vous êtes battu, même en justice, pour garder le poste, et dès que vous voyez que ça va mal, vous quittez les Républicains. Je trouve que vous changez beaucoup d'idées rapidement. Ça fait longtemps que ça va mal, mais moi j'ai... Bah oui, mais vous accrochez à un poste et puis à la première vague, vous le quittez, c'est un peu bizarre. Non, j'ai fait le constat, j'ai livré un combat aux élections législatives dans la transparence, pour unir les droites, pour casser ce mur que la gauche avait créé pour empêcher la droite de gouverner. Et puis, j'ai vu progressivement que mes anciens amis qui m'ont fustigé, finalement ont passé une alliance secrète avec Emmanuel Macron au premier tour des législatives, avec Jean-Luc Mélenchon, ce qui est quand même le pompon, si j'ose dire, au second tour, s'allier avec le nouveau Front populaire, et maintenant vont dans le gouvernement. Je ne peux valider ça, j'en prends acte. J'ai créé une autre formation politique. L'esprit des Républicains, il est celui du parti gaulliste. C'est pour ça que j'ai appelé ma formation l'UDR. Et aujourd'hui, la formation de droite, d'une droite républicaine, libérale, elle est à l'UDR. Et les Républicains, ils sont absorbés par la Macronie. C'est désormais une branche du parti de M. Macron. Point final. Ils ont décidé de s'allier, même pas de s'allier, d'être absorbés. Et donc, désormais, les Français qui sont à droite, qui ont des convictions fortes, eh bien, ils viennent et ils peuvent venir à l'UDR. On les accueillera avec beaucoup de bonheur. Et l'UDR est allié avec le Rassemblement national. Parce que demain, la vraie alternance, elle sera là. On n'a pas gagné parce que tout le monde s'est uni dans cette alliance absurde des confrères. Et vous n'êtes pas absorbé par le Rassemblement national ? Non, absolument, parce que... Vous êtes absorbé par Fatou ? On est dans une forme d'indépendance. Sur les retraites, je ne voterai pas comme le Rassemblement national. On est un groupe autonome, on est un groupe indépendant et on a une alliance électorale loyale. Et sincèrement, ça se passe bien. Éric Ciotti, j'ai parlé d'un exemple il y a un instant. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. J'ai parlé de l'AME, j'ai parlé de... Voilà, j'ai dit voilà, une personne en situation irrégulière, au bout de 9 mois, elle peut très bien, si elle veut, se faire recoller les oreilles ou se faire refaire le nez. J'ai entendu. Oui, vous trouvez ça normal ? C'est extrêmement choquant. Moi, j'ai déposé des centaines de... On ne dit pas qu'il ne faut pas soigner les gens. Des dizaines d'amendements, de textes pour supprimer l'AME et pour la transformer, parce qu'il y a ce devoir de soigner les gens. Bien sûr. En aide médicale d'urgence, il ne s'agit pas de laisser mourir quelqu'un qui est en péril imminent. C'est pas ce qu'on me dit, mais on n'est pas obligé de faire des soins de confort alors que des Français ne peuvent pas avoir accès à une complémentaire. Sans parler du drame qui m'a profondément ému, que vous avez évoqué tout à l'heure, de cette petite fille qui n'a pas le traitement en France. Donc il y a des absurdités. Et moi, je lance un appel à Bruno Retailleau, c'est le nouveau ministre de l'Intérieur. On avait porté ensemble, lui au Sénat, moi à l'Assemblée nationale, le même texte. Il y avait beaucoup de choses sur l'immigration.
Et il y avait notamment la suppression de l'AME. Si M. Retailleau est cohérent, dès demain, il faut qu'il présente ce texte de suppression de l'AME. S'il est cohérent, il faut qu'il présente aussi ce que nous avions demandé, c'est-à-dire qu'un étranger qui arrive n'ait pas, dès le premier pas posé sur le sol de notre pays, les prestations sociales, les allocations familiales ou les allocations personnalisées au logement, les APL. Tout ça coûtait au moins 7 milliards d'euros par an. On cherche des économies. Je ne sais pas si le gouvernement cherche des économies. Ils veulent augmenter les impôts. C'est d'une paresse intellectuelle absolue. Chaque année, on gagne la Coupe du Monde des impôts. Et là, il y a des déficits. Et au lieu de dire ce que ferait n'importe quel Français qui serait en difficulté, c'est-à-dire on va dépenser moins, le gouvernement, lui, dit on va encore charger la barque des impôts pour ceux qui travaillent, pour les entreprises, les artisans, qui n'en peuvent plus déjà, pour les grandes entreprises, pour ceux qui payent l'impôt. Il n'y a que 40% des Français qui payent l'impôt sur le revenu. Et ils vont être encore accablés, voire massacrés. Eh bien, moi, ça me choque. Donc, diminuons les dépenses. Et il y a des dépenses, notamment sur l'immigration, qu'on peut diminuer. Autour de la table, vous êtes pour une hausse des impôts pour les plus aisés, Gilles Verdez, bien sûr. Pour les entreprises. Beaucoup plus aisés, oui. Oui, pour qui? Oui, je suis pour les riches. C'est qui? J'ai pas le seuil, mais pour les super riches, moi je suis pour le rétablissement de l'impôt sur la fortune, par exemple. D'accord, mais Ceux qui gagnent plus de 4 000 euros pour Gilles. D'accord, c'est qui les super riches? Non, mais voilà. J'ai dit que pour moi, riche, c'était 5 000 euros par mois. Voilà. D'accord. Au-dessus de 5 000 euros par mois pour une... Donc eux, ils vont être taxés. Donc les classes moyennes, vous allez les taxer. Je vous donne mon opinion à moi. Il sera taxé. Mais c'est pas possible. Oui, J'espère qu'ils vont vous taxer, surtout vous. Ils seront taxés. Merci. Hollande avait dit 4 000 euros la richesse. Oui, c'est ça. C'est-à-dire un couple qui a 2 000 euros de salaire. par personne. Non, c'était foyer fiscal. Non, il parle de François Hollande. C'était On va pour taxer Hollande. les Non, braves c'est gens. pas. Non, mais, Enfin, ça m'inquiète quand même. non, mais on peut pas taxer les classes moyennes. C'est inadmissible. Pour recoller les oreilles des... Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais voilà. Non, mais Pour recoller les oreilles des c'est un clandestins. raccourci, mais voilà. Je préfère aller chercher les 9 milliards dont il a parlé avec toutes ces incohérences d'allocations qui sont données n'importe comment, n'importe où. On a eu une auditrice tout à l'heure sur Europe 1 qui nous racontait que même des mecs qui ont quitté le pays, ils gardent leur carte de sécurité sociale et ils reviennent se faire soigner en France. Ça, c'est un délire. Plutôt que de dire bêtement et facilement, moi aussi j'ai envie de taper sur les riches. Finalement, moi aussi je me dis quelqu'un qui gagne énormément d'argent, il faut qu'il paye. Mais il paye déjà énormément à hauteur de plus de 50%. Et je suis convaincu que les riches, les très très riches, feront des montages pour ne pas payer l'impôt. Ils monteront des sociétés dans d'autres pays, parce qu'on dit l'Europe, mais l'Europe est tellement pas harmonisée que tu as des gens qui monteront des sociétés pour être payés en facture et ils défiscaliseront. Et ils se verseront un minimum de salaire pour payer un minimum d'impôts. Donc c'est facile de dire on va payer plus d'impôts. Je préfère des solutions où on va trouver de l'argent avec des ministères et des trucs qui servent à rien qu'on paye dans le vent. Je préfère ça. Oui, Kelly. Il y a un truc que je comprends pas. Gilles, quand tu parles de 4-5 000 euros, on est d'accord que tu ne penses pas aux jeunes entrepreneurs aussi, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que la France, pour moi, elle ne pousse pas assez les jeunes à entreprendre, à ouvrir leur société, parce qu'au final, on leur prend tout. Et il y en a plein qui commencent à ouvrir leur bouche en disant, bah écoutez, moi je suis désolée, mais moi j'entreprends pas en France parce qu'on me prend tout. Donc en fait, quand tu parles de 4-5 000 euros, tu parles aussi de ces jeunes-là, parce que là on parle des grands riches, des grandes sociétés, etc. Mais à la base, il faut les trouver en France aussi, ces jeunes entrepreneurs, pour qu'ils deviennent gros et que tu puisses les taxer justement. Donc ça veut dire que tu les décourages dès le début à pas entreprendre. Et ça, c'est dégueulasse. Bravo. Mais j'entends la menace. En fait, la menace... Ouais, Tiens, prends ça dans ta gueule. Tiens, prends ça dans ta tronchetta, là. la menace de Mais Raymond... parce que depuis le début, là, Attends, ça fait 25 minutes, là. C'est une succession d'inepties. Ma menace. Vas-y. Ma menace. La menace de Raymond, c'est si on taxe les super riches, ils vont partir. Et la menace de Kelly, c'est si on taxe les jeunes créateurs dynamiques, ils vont partir. En fait, Avec la seule personne qu'on a envie qui parte, c'est vous. Franchement, bah oui. Le problème, c'est qu'avec ces menaces-là, on fait rien. Ah oui. Voilà, moi, je sais pas. Et vous osez dire ça, vous qui ne faites rien et qui veut être le roi du laxisme. On peut parler. Si le roi du laxisme, c'est le Roquefort qui dit au camembert, tu pues. Et les gens ont déjà envie de se barrer. Le problème, les entrepreneurs aujourd'hui en France, le coût du travail, quand vous payez un salarié 1 000 euros brut, il touche 750 euros net avant impôt, ça a coûté 1 500 euros à l'employeur. Ça coûte 3 fois plus d'argent par rapport à ce que touche le mec sur son compte et on va encore augmenter ses impôts. Mais Éric Ciotti, il faut aider les entreprises. Je suis désolé, ils n'en peuvent plus. On l'a dit. Il faut pas remettre l'argent dans la poche des Français. Il faut aider ceux qui travaillent. Voilà. Les entrepreneurs, mais les salariés aussi. Ah oui, les salariés, bien Parce que sûr. les salaires sont trop faibles en France. Trop faibles. Bah oui. Vous avez donné les chiffres. Le coût. Il faut remettre l'argent dans les poches des Français. Pour un employeur est
plus de 2 fois et demi supérieur à ce que gagne le salarié. On a des salaires qui sont en France 20% en gros plus bas que la moyenne européenne et on a des coûts salariaux qui sont 20 à 25% plus élevés. Où part l'argent ? L'argent, il part dans cette technostructure, dans cette administration improductive. Voilà. Et c'est ça qu'il faut réformer. Il faut libérer les énergies, il faut aider les artisans, les commerçants, ceux qui bossent, les salariés aussi. Parce que comment on peut vivre aujourd'hui, c'est clair, avec 1 500 ou 1 400 euros par mois. Donc il y a la nécessité, en baissant les charges, parce qu'il faut qu'on baisse les charges sur les salaires, notamment sur les salaires des classes moyennes, aujourd'hui qui sont les grandes victimes, pour qu'il y ait des salaires plus élevés. Mais globalement, ça veut dire qu'il faut diminuer les dépenses de l'État, celles qui sont improductives, les allocations qui sont servies sans discernement, je le redis, parce que c'est un coût extrêmement élevé pour les étrangers ou pour d'autres, parce qu'on ne peut pas avoir des allocations pour tout le monde, tout le temps et à vie. Les allocations, c'est pour aider à un moment où il y a une difficulté, mais pas pour rester à vie dans ce système. Exactement. Et aujourd'hui, on a un écart trop important entre ceux qui bossent dur, et ceux qui ne bossent pas. C'est cet écart qu'il faut introduire aujourd'hui pour redonner le goût du travail, récompenser ceux qui travaillent, ceux qui font des efforts, et moins accompagner ceux qui n'en font pas. Et il y a une étude qui est sortie il y a quelques mois qui prouvait que dans certains cas, ça payait mieux de ne pas travailler que de travailler. C'est ça. Comment vous expliquez ça aux gens ? C'est ce qu'on dit. L'écart est trop faible. Ah oui, Verdez, vous l'entendez ça ? Parce qu'on en a déjà parlé. Non, mais c'est bon. Il y a des gens qui évitent de travailler parce qu'ils se disent ça va me coûter beaucoup plus cher. Mais c'est avec une nounou. Ils prennent une nounou. La voiture, exactement, la voiture, le déplacement. Ils disent il vaut mieux que je prenne que des aides, que je travaille pas et je vais gagner autant. Et je vais gagner. Je sais même pas si c'est aux gens qu'il faut en vouloir, c'est au système en fait. Bien sûr, bah oui, c'est au système. Moi je prends le truc. Système. Si je vais m'emmerder à aller à l'usine, si je prends plus en foutant rien chez moi. Même si je perds que 200 €, je vais pas me lever. Bien sûr. Si je prends sans travailler une somme et que je vais travailler, je vais dans les transports, il faut que je mange le midi, il faut que je fasse la nounou. S'il y a 200 € d'écart, je reste chez moi. Bien sûr. Je vais me faire chier à me lever à 5h du matin pour 200 balles. Gilles Verdez, vous dites quoi de ça ? Mais ça, vous prenez quelques cas marginaux et vous cherchez la nécessité absolue et l'état des lieux de la France. Il y a 3000 personnes qui vont faire ce que dit Raymond. Ne dites pas de bêtises, il n'y a pas 3000 personnes. Vous croyez que les gens qui ne bossent pas, ils ont envie de rester chez eux, ils ont envie de bosser. La plupart ont envie de travailler. Mais arrêtez, vous me rabâchez à chaque fois fraude sociale, fraude, etc. Raymond, il a dit 3000 personnes. Si c'était 3000 personnes, Raymond, c'est marginal. Si c'était 3000 personnes, tu crois que les gens ils manifesteraient leur mécontentement comme ça dans les rues ? Tu crois que les gens ils seraient pas contents ? Tu crois que les élections elles auraient cette gueule-là si c'était que 3000 personnes ? Tu crois qu'on serait pas dans le mal ? Tout irait bien si c'était 3000 personnes. Si c'est 3000 personnes qui font ça, on les laisse tranquilles, on n'y touche pas. Il t'a parlé de 9 milliards, le monsieur là. 9 milliards, tu crois Monsieur Eric Ciotti. Tu crois que c'est 9 milliards ? On les trouve où les 9 milliards ? C'est pas 3000 personnes. Si c'était 3000 personnes, il n'y aurait pas la colère comme ça dans les rues. Vous parlez de 9 milliards, mais pardon, mais qu'est-ce qu'on fait des 1000 milliards ? C'est pas les Français qui sont endettés, c'est le pays qui est en faillite. Qu'est-ce qu'on en fait ? Excusez-moi, vous parlez à qui ? Qu'est-ce qu'on en fait de ce pays ? Vous parlez à qui ? Moi, c'est les 1200 milliards. À qui vous vous adressez ? 3000. Vous adressez à qui ? Ça me semble surréaliste le mais fait à qui vous vous adressez ? À qui tu parles, Mamie ? Vous parlez à qui, là ? À Eric ? Rico. Nous ne savions pas, Rico. Monsieur Ciotti, Rico. Excusez-la, Eric Ciotti, voilà, elle prend ses aides. Avec grand plaisir. Ah oui, je crois que ça se décante. Non, mais Eric Ciotti, non, mais c'est vrai qu'on a l'impression, je vous jure, voilà, on parle, mais on a l'impression de marcher sur la tête. On a l'impression que rien ne va. C'est le sentiment qu'on a. Donc, est-ce que vous vous dites, parce que à chaque fois que les gens ne sont pas au pouvoir, ils disent, nous, moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça, moi j'aurais fait mieux, moi ça aurait été extraordinaire. Est-ce que vous avez la recette magique ? Personne n'a la recette magique, mais l'ingrédient de la recette, je ne sais pas si elle est magique, c'est le courage. On est arrivé à un moment où la situation est tellement catastrophique qu'il faut tout changer, qu'il faut supprimer des échelons de collectivités locales qui servent à rien, qu'il faut supprimer les 493 agences de l'État qui font doublon et qui justifient qu'on produise des normes, des règlements qui empêchent les gens de travailler. C'est un ancien gouverneur de la Banque de France qui a dit si on réformait l'État, on gagnerait 80 milliards d'euros par an parce qu'on met des blocages. Il y a des gens qui sont payés
à empêcher de produire ceux qui travaillent. C'est ça le système. On marche sur la tête aujourd'hui. Donc je ne dis pas que c'est simple. D'autant que la situation, elle est considérablement dégradée. Il y a la dette, qu'on est dans la situation quasiment de la Grèce. Quand j'avais dit ça il y a 3 ans, on m'avait dit il exagère. Mais aujourd'hui, on commence à parler de la tutelle du FMI. La dette officielle, on est passé de 4,6 à 5,1 à 6 et maintenant... On ne sait pas ce qu'il y a dans les placards. Alors, ce n'est pas M. Armand qui va ouvrir les placards. Mais j'espère que M. Barnier, ils lui auront quand même donné le double des clés. J'en suis pas certain, on verra bien. Il va les ouvrir. Éric Ciotti, dernière petite question. Vous y croyez à l'Union des droites pour la République, l'UDR? Oui, absolument. Je crois à l'union des droites. Je crois à la nécessité de mettre enfin une politique de droite au pouvoir. Et c'est ce que nous allons porter fortement, avec des convictions, plus d'autorité, défendre notre modèle de vie français, l'identité française, plus de liberté, on en a parlé, pour le travail, récompenser ceux qui bossent durement. C'est tout ça ce que nous voulons porter. Avec Marine Le Pen et Jordan Bardella ? Très bien. Vous regrettez rien ? Je ne regrette absolument rien et je trouve des partenaires vraiment de parole en chaque circonstance et quelquefois ça change. C'est votre nouvelle famille ? C'est mes partenaires. Ma famille, c'est la famille gaulliste. On est issus d'une famille différente. Moi, je suis gaulliste. Je suis à la tête d'un parti qui est l'héritier de cette famille gaulliste. L'UDR, c'était le nom du parti du général de Gaulle. Je ne l'ai pas choisi par hasard parce que je suis né dans une famille gaulliste. Mon grand-père, mon oncle qui était résistant, et ils m'ont inculqué ces valeurs, l'admiration du général de Gaulle, de la grandeur de la France. Donc on ne vient pas de la même famille, mais ça ne nous empêche pas de dire aujourd'hui le pays est en danger, unissons nos forces, rejoignons nos projets pour tenter de redresser le pays qui est en train de sombrer. Aujourd'hui, on le voit bien. Oui. Tous les paramètres se dégradent. Les comptes, désordre dans les comptes, désordre dans la rue. En gros, c'est ça la France aujourd'hui. Gilles Vernet, juste quand vous entendez Éric Ciotti dire ça, vous dites quoi? J'admire son intelligence. Et quand il parle de la réforme de l'État et des différents niveaux territoriaux, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est Gilles Vernet? Ah oui, il y a des points. Voilà. Problème. Voilà. Ah oui. Mais je l'écoute très respectueusement, même si je ne suis pas d'accord. Il développe son argumentaire avec un brio et voilà. Mais je ne suis pas d'accord. Mais voilà. Ouais. Sur la réforme de l'État, je partage. Je l'ai convaincu. Ah oui, franchement, oui, vous avez gagné un gars, vous voyez ou pas? C'est magnifique. Merci Éric Ciotti d'avoir été avec nous sur C8. Merci, vous revenez nous voir quand vous voulez. Et puis nous, on va se retrouver dans un instant avec les 5 images du jour. Vous allez voir, on a du tour. Vous vouliez poser une dernière petite question? Oui, je voulais vous demander, Monsieur Ciotti, parce que je vous écoute attentivement, comment vous expliquez que le dernier président de la République, Monsieur Sarkozy, homme de droite, ne vous choisit pas vous, ne choisit pas Marine Le Pen, ne choisit pas Bardella, mais choisit Macron et Barnier? Je l'ai déploré, je l'ai contesté, je l'ai dit. Aujourd'hui, je suis un homme libre, parce que quand on est dans un parti un peu verrouillé, globalement, on ne dit pas ce qu'on pense souvent. C'est la langue de bois. Moi, j'ai dit que Nicolas Sarkozy, il a empêché, quelque part, la droite de se renouveler. Et il est dans l'alliance avec Macron. C'est naturellement pas ma position. Et je regrette que depuis des années, il porte ce message plutôt d'une union avec Macron qu'une union des droites.